aimez DevApps. Alors venez nous soutenir en vous rendant sur tipeee.com/devaps et laissez-nous un petit tip. Merci d'avance pour votre participation. tipeee.com/devaps. Bonjour et bienvenue pour ce cinquième épisode de notre 5e saison des Meetups de DevApps. Alors aujourd'hui, on va avoir deux parties. Une première partie juste sur les actualités. Donc, personnellement, j'ai deux petites actualités. Et voir si vous avez d'autres actualités à mettre en avant. Et ensuite, on aura notre Laurent Campé national qui va nous faire une présentation de la productivité sous Rider et avec Richard Peur, donc éventuellement et également avec Visual Studio, pour voir quels sont les avantages de cet outil. Bien, donc dans un premier temps, côté actualité, alors moi j'ai retenu deux actualités qui sont très people, je trouve. Une première actualité, c'est concernant le .NET Foundation. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Donc la .NET Foundation qui existe depuis pas mal d'années, qui normalement est là pour promouvoir .NET au sein des développeurs et de façon un petit peu plus large. Donc, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu cette fondation. Il y a des projets open source qui ont été intégrés au sein de cette organisation, de cette fondation, comme par exemple le MVVM Toolkit de Laurent Bugnon. Il y a également le toolkit là, pour générer des MSI, je ne me souviens plus comment il s'appelle. Un outil assez sophistiqué qui permet de générer des MSI assez facilement. C'était il y a 15 jours, 3 semaines. Il y a donc le directeur, j'allais dire, de cette fondation, la directeur, qui s'appelle Claire Novotny, qui a fait deux, trois choses qui n'ont pas plu à la communauté et qui a réagi et qui s'est mis à hurler contre Claire. Et puis de façon plus générale, s'est mis à hurler contre la fondation .NET. Et donc, elle s'est retirée de cette fondation. Et donc maintenant, c'est un petit peu, ça va un petit peu à volo. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà un petit peu des contacts avec cette fondation, si vous trouvez qu'il y a une quelconque utilité de cette fondation. Alors, elle est connue. Maintenant, je demande quelle est l'utilité? Normalement, c'est promouvoir .NET. D'accord, ok. Mais bon, derrière, il se passe pas grand-chose, quoi. Bon, Claire, tu la connais, toi, Claire Novotny? Christophe. Pardon, moi? Pourquoi Oui. je la connaîtrais, Claire? C'était d'abord. Oui, tu l'as déjà vu, puisque c'était un Microsoft MVP dans la catégorie Windows. Je sais pas si tu le dis, mais Oui. on se verra. Donc, il a changé de sexe en 2019, je crois. C'était quelqu'un qui était assez véhément dans la communauté, dans les MVP Windows. Il parlait beaucoup. Tu l'as forcément vu pendant les MVP Summit, ce genre de choses, quoi. La deuxième news, très people aussi, enfin people si je puis m'exprimer, c'est concernant le hot reload sous .NET. Donc il y a Microsoft qui a annoncé que le hot reload ne serait qu'une fonctionnalité existante que sous Visual Studio 2022 parce qu'ils n'avaient pas le temps de l'implémenter sous .NET, sous le .NET SDK. Ah oui, je le connais. Ah, je la connais. Pardon. Et donc, il y a une levée de bouclier de la part de la communauté. Et donc, il y a Scott Hunter qui a réagi et qui a dit qu'officiellement, ils allaient l'implémenter au sein du .NET SDK
Et donc, le hot reload allait revenir dans le .NET SDK et n'était pas qu'une fonctionnalité du produit commercial qu'est Visual Studio 2022. Je ne sais pas si vous avez des commentaires à faire là-dessus. C'est sûr que c'est la fonctionnalité attendue pour .NET 6. Donc, effectivement, s'il la retire de manière native, ça devient un peu too much. C'est pas passé inaperçu, quoi, en tout cas. J'ai des commentaires beaucoup plus larges et génériques face à ça. Et il ne faudra pas en débattre, mais c'est une pensée que j'ai. Je me dis, au bout d'un moment, Microsoft, combien d'entreprises au monde gagnent de l'argent grâce à Microsoft? Et à quel moment Microsoft peut-il maintenant décider pour des millions d'entreprises que, sans le retirer, les gars? Et c'est comme, vous comprenez un peu ce que je veux dire? C'est comme si que demain, non, on va arrêter Windows, ça nous casse les couilles, Windows, on gagne plus d'argent avec ça, on arrête. Et du coup, même au niveau de .NET, même au niveau développement, il y a des moments où je me dis, putain, c'est chaud les décisions qu'ils prennent à peut-être un certain nombre de personnes dans leur système de choix. Et je me dis à quel moment c'est encore, c'est acceptable, quoi. En fait, il n'était pas vraiment implémenté. C'était resté en preview depuis la c'est pour ça que je présentation disais, de c'est une Netflix, mais réflexion d'habitude, plus c'est large que pas ça. officiellement sorti. Donc, ça reste. Bref. En réflexion plus large, je pense que c'est pour ça qu'avec .NET Core maintenant, par rapport à .NET Framework, tu peux avoir différentes versions du .NET Core sur la même machine. Donc si tu n'es pas d'accord, entre guillemets, ou des fonctionnalités dans une nouvelle version qui ne te conviennent pas, tu peux rester toujours avec l'ancienne. Ça évolue pas, mais ça fonctionne toujours, ce qui n'était pas le cas déjà avant. Et d'une deuxième manière, globalement, effectivement, la réflexion que tu fais, c'est valable pour tous les frameworks. Tu prends du Java, tu prends n'importe quel langage, c'est globalement le Pour même. n'importe quelle entreprise qui derrière, où il y a beaucoup de dépendance Ouais. de sociétés, tiens, on va arrêter de développer tout pour UWP. J'ai vu qu'il y en a qui râlaient. Alors, Silverlight, par exemple. Pardon? Silverlight, par exemple. Ouais, exemple. mais bon, après, c'est des choses comme ça qui parfois je me dis, mais purée, mais combien qu'il y a derrière d'entreprises qui vivent grâce à ça, puis d'un seul coup, là, boum, on arrête, les gars. Waouh! Ah, mais là, c'est un peu spécial. C'est une techno de développeur. Ce qui est embêtant, je trouve, c'est que c'est quelque chose qui a été présent dans les release candidates, qui était présent dans les previews et tout ça. Et juste un mois avant de réaliser le truc, boum, il l'enlève, quoi. Et le message n'est pas clair, qui est envoyé à la communauté de développeurs. Et je pense que c'est pour ça que la communauté de développeurs, elle réagit. Moi, c'est marrant parce que, en fait, c'était pas du tout lié. J'ai tweeté sur une nouvelle feature de la prochaine version de Rider qui sort fin de l'année, où ils ont intégré le hot reload. Alors, pas au niveau où Microsoft l'a amené, mais déjà à un bon niveau, quoi. Et donc, c'est marrant comment ces entreprises-là, elles se tirent la bourre. Et eux parlaient aussi au début quand ils ont commencé à bosser sur Rider, et que Microsoft est passé sur .NET Core et avant ça, le debugger était aussi apparemment dans l'open source et ils l'ont enlevé à un moment. Ce qui fait que les gens en externe ont dû développer leur propre debugger, comme pour Rider. Et donc là, l'équipe de JetBrains a appris, et le hot reload, il n'est pas basé sur le .NET Watch qui a été enlevé et remis, mais sur leur propre implémentation, quoi. Mais c'est un peu dommage quand même, parce que tu te dis que c'est pas très clair, quoi. Visual Studio Code, on va où avec tous ces IDE? Est-ce qu'il va y avoir un moment où ça va merger? Ou c'est quoi le but d'avoir, je sais pas combien d'IDE dans la boîte, quoi? Donc, Mais est-ce que par hasard, ils ne voulaient pas justement pousser les gens à aller vers Visual Studio pour avoir cette fonctionnalité? Et qu'ils auraient retiré justement le hot reload du reste pour ça, quoi. Si, c'est clairement ça, c'est business. Ouais, c'est ça. Ouais. Je pense pas, au départ, l'annonce qu'ils ont faite, c'était pas la retirer pour dire elle n'arrivera plus. Ils n'avaient pas le temps de la faire pour la sortie officielle. Donc logiquement, moi j'avais compris qu'elle sortirait après. Mais alors pourquoi ils ont sorti Windows 11 alors? Pardon. Non, alors après, il y a une grosse différence. C'est-à-dire que il y a Antoine là, qui parlait de UWP, qui disparaît effectivement. Ouais. UWP, c'est quand même une technologie qui existait, qui a été supportée officiellement, etc. Alors que là, concernant le hot reload,
c'est quelque chose sur lequel ils planchaient et qu'ils envisageaient de mettre à disposition de l'ensemble de la plateforme, aussi bien au niveau du .NET qu'au niveau de Visual Studio. Mais il n'y avait rien encore d'officiel, quoi. Ouais, mais c'est le problème des releases candidates, etc., etc. C'est tout ce qui est en bêta que tu mets en public et tout, puis donc ça dure des mois et des mois, puis après tu dis ah bah non, ça tu l'enlèves. Bah, Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont écouté C'est l'ensemble ça. des développeurs qui ont réagi. Donc, tout va Ouais, bien. mais est-ce qu'ils C'était juste pour nous vont faire continuer plaisir. à vraiment travailler dessus Arrêtez aussi, de tu vois, râler, on dirait des c'est Français. la question. Comme quoi on est nombreux dans le monde. Bien, concernant les actualités, est-ce que vous aviez d'autres choses à souligner? Ah oui, il y a la RC3 Preview 7 de Visual Studio 2022 là, qui est arrivée. Bon, personnellement, maintenant, je n'utilise plus que Visual Studio 2022. J'utilise plus du tout Visual Studio 2019. Je trouve ça très, très stable et et je trouve que c'est beaucoup plus fluide, etc., quoi. Encore dans un peu plus qu'une semaine, donc il vaudrait mieux que ça commence à être stable, quoi. Oui, d'accord. Et Il y avait un puis, truc. oui, Ouais, vas-y. non, il y avait un truc, mais je ne sais plus si on en avait parlé la semaine passée ou. Mais bon, en tout cas, c'est de ces jours-ci, c'est le VS Code.net. Non, comment? VS .NET. Code, le site web. C'est .net, je ne sais plus. Point Enfin, dev. le Point dev. VS Point Code. dev, .dev, c'est ça. VSCode.dev. VSCode.dev. Donc le VS Code online, quoi. Oui, Qui est alors, arrivé. qui va l'utiliser? Alors moi, j'ai prévu de l'utiliser fin de semaine pour faire passer des interviews. J'ai 4 interviews d'ici la fin de la semaine à faire passer et je vais l'utiliser pour faire du code review. Que les gens aient accès au code sans qu'on leur envoie un fichier, qu'ils l'ouvrent et tout ça. Et... c'est cool. Mais c'est juste un éditeur, ce truc, parce que. Enfin, juste, entre guillemets. On ne sait pas compiler ici. Moi, j'ai essayé de compiler du code, Ah si, si, il me si. dit non. Ah bon? Bah, il me dit qu'on ne peut pas compiler dans. Il faut le lier à ce moment-là à un VS Code local. Je pensais qu'on pouvait. Il me Ah. semblait qu'à un moment donné, on pouvait, mais pas Non, retrouvé. ça c'est si tu confonds avec GitHub Codespace. C'est un truc que je vous avais montré où Ah, oui, derrière oui, tu as oui, une oui. VM et tu peux compiler effectivement des Ouais. choses. Effectivement, peut-être celui-là, je n'ai pas utilisé pour faire de la compilation. Mais ils le disent, hein, ils le disent dans la doc. Hein. Ok. Quand tu fais un build, ils te disent ah non, vous ne pouvez pas. Mhm. D'ailleurs, il n'y a pas la commande build. Ouais. Et Ok. il y a également la possibilité sur n'importe quel repo github.com de remplacer le .com par .dev et de basculer sur l'édition en ligne du repo. C'est pas mal, je trouve. Et là, effectivement, je pense que là, tu peux builder. C'est une vraie VM derrière, non? Ouais, ouais, et comme tu me disais, vscode.dev, je pense effectivement qu'il y a des ponts avec Code Species derrière. Mhm. C'est tout, Denis? Ah, voilà. Oui. T'es sûr? Oui, non, c'est tout. Ok, Y a rien Pour à cette nous vendre? semaine-ci, oui, c'est tout. pour la prochaine fois. Il y a la prochaine aussi, dans Entity Framework, ils ont rajouté la gestion des tables temporelles avec SQL Server depuis ici dans la nouvelle version. Je vais vous mettre le lien dans le chat. Donc, qui permet de. De gérer les tables temporelles pour avoir l'historisation des données supprimées, etc. D'accord. Donc, Ok. Et pour les grands fans de Dapper, toutes les vidéos de la DapperCon sont online. Il y a des trucs qui sont assez intéressants. Et à ce propos, dans une nouvelle version, l'intégration gRPC va être vachement mieux gérée. C'est-à-dire que en fait, vous pourrez exposer à travers un Dapper Sidecar un service gRPC et l'appeler de façon complètement transparente. Et donc, votre service, il va rajouter tout ce qui est MTLS, possibilité de tracing, enfin tout ce que le sidecar ramène, mais de façon complètement transparente. Avant, c'était assez un peu... En fait, il y avait du code à écrire quand même. Et là, il y a quasiment... Enfin, il n'y a rien à faire, quoi. Donc, juste le démarrer avec Client Sidecar. Je suis un peu le Blazor Microsoft, quoi, mais sur Dapper, quoi. Sur J'ai Dapper. rien dit. Je sais. Mais ton sourire en disait beaucoup.
Bien, puisque tu as la parole, Laurent, bah, je vais te la rendre, je vais te la laisser plutôt. Donc pour nous parler de Ryder et de ReSharper. Ok, donc le but au départ, c'était de parler de productivité. Moi, dans mon équipe, il y a une chose que je vends beaucoup, c'est l'utilisation des shortcuts et la possibilité d'automatiser aussi et d'automatiser les tâches répétitives et de faire travailler l'ordinateur au lieu de l'humain quand on a les possibilités donc de le faire, quoi. Par exemple, je prends des exemples concrets, des gens qui vont renommer une méthode sans utiliser les outils. Je pense que vous avez tous vu ça. Et qui vont perdre un temps fou à aller fixer du code alors qu'ils peuvent très bien laisser leur IDE faire ça. Pourquoi les shortcuts? Parce que je pense que la meilleure comparaison que j'ai pu trouver jusqu'à aujourd'hui, c'est de comparer ça à quand on conduit. Quand vous roulez, vous réfléchissez plus à passer les vitesses, vous regardez devant vous. Il y a beaucoup de choses qui sont faites de façon automatique. Et quand on commence avec un nouvel IDE ou quand on commence à vouloir aller plus loin dans l'utilisation des shortcuts, en fait, on commence comme quand on va apprendre des cours de conduite et on se rend compte que très vite, la mémoire musculaire, elle va faire que en fait, vous allez faire des choses automatiques sur votre clavier sans devoir bouger les mains du clavier et sans avoir un espèce de shift au niveau de l'esprit sur mince, où est ma souris, où est mon pointeur, et vous restez focalisé sur ce que vous êtes en train de faire et un peu dans votre flow. Donc, je pense aussi qu'il y a beaucoup de développeurs qui ont accès à pas mal de tools sans vraiment les utiliser, sans vraiment les connaître. C'est un peu dommage. Et donc, pour ça, je voulais montrer 2-3 trucs. Alors, il y avait si vous cherchez sur Twitter, je vous mettrai, enfin, je vous mets dans le chat. J'avais fait quelques ReSharper quiz dans le temps. Et on va voir certaines de ces choses-là. En fait, l'idée, c'était justement de montrer certaines des fonctionnalités, demander aux gens comment ils feraient ce genre de choses. Donc, j'ai préparé un peu une liste de choses à vous montrer. C'est pas super préparé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre, à demander, et on va voir ça. Donc, apparemment, j'ai posé la question. Il y a 3-4 personnes qui ont répondu qu'il n'y a pas vraiment d'utilisateur de Rider. Donc, déjà, vite fait, Rider, donc c'est en fait un IDE qui vient de JetBrains qui prône un découplage de la partie front de l'IDE, c'est-à-dire ce qu'on va voir au niveau visuel, qui est écrit en Java et qui vient avec énormément de fonctionnalités qui viennent du monde Java et du premier IDE de JetBrains qui s'appelle IntelliJ et de ReSharper qui est la partie back de l'IDE, on va dire, qui est écrit en C# pour la plupart et qui va fournir en fait toute une sorte de service pour .NET, C# et .NET. Donc ça, c'est un peu pour l'IDE. Donc j'ai fait une petite liste rapidos. Alors normalement, ce que vous devriez voir en haut, c'est quand j'appuie sur un shortcut, vous allez voir en fait le shortcut et l'action. C'est pas très important de retenir le shortcut, c'est plus important de se rendre compte qu'il y a certaines actions et ce qu'on peut faire avec ça, quoi. Donc ça commence par une première chose, il y a énormément de plugins. Il y a un marketplace qui est vaste. On peut intégrer bien sûr les outils de JetBrains comme TeamCity, etc. Mais il y a des trucs pour Xamarin, les AWS Toolkit, Azure Toolkit, etc. etc. Donc c'est aussi sympa de passer un peu de temps, de chercher des choses quand en fait vous avez un problème. Que vous vous dites, mince, ça je le fais trop souvent.
est-ce qu'il n'y a pas une meilleure manière de le faire? Eh ben, vous allez pouvoir trouver pas mal d'outils. On voit là, par exemple, dans les outils Git, j'ai rajouté quelques outils Git, des outils pour voir la heap allocation, des outils pour GraphQL, etc. Un autre? Alors, quand tu dis qu'il y a une séparation entre l'UI et le back qui est managé essentiellement par ReSharper, ces plugins, là, c'est des plugins pour l'UI ou c'est des plugins pour le back-office? Tu en as pour les deux. Tu as la D'accord. possibilité d'écrire pour les deux. Alors, je ne veux pas rentrer trop dans les détails de ça, mais en fait, ce qu'ils fournissent, ce qu'ils ont implémenté, c'est JetBrains RD, Reactive Distributed Protocol. Et en fait, c'est un protocole qui permet de générer du Kotlin pour le front, donc quelque chose qui est basé sur la JVM. Kotlin, c'est un langage de JetBrains et qui va générer du C# pour le back-end. Et donc, tu as aussi un SDK qui va te permettre de décrire des plugins. Ça, c'est pas un truc sur lequel je me suis trop penché, leur SDK. Mais en fait, effectivement, tu vas pouvoir changer de la UI ou rajouter un dialogue et aussi changer le comportement côté back. Et au niveau sous-sous, avant de... C'est quoi? Il y a une version community aussi ou une version Non, il n'y a pas de gratuite? version community, mais en fait, ce qui se passe, c'est que, alors je sais plus trop où c'est, mais les prix, franchement, si vous allez sur de l'utilisateur tout seul, c'est 140 € la première année, et après ça descend à 11 €. Et il me semble que c'est 13,90 €, c'est moins cher que Netflix, quoi, les gars. Donc, il n'y a pas vraiment à Tout aussi hésiter. cher, ça veut dire. Chacun ses Et- priorités. Non, Netflix est passé à 17,90 €, donc c'est bien plus cher, quoi. Pour 4 personnes. Et juste une question, parce que je vois que c'est une Ideal Use. Bonjour à tous. Est-ce que si jamais on travaille pour un projet professionnel, on est obligé de passer en organisation? Alors ça, je ne suis pas un spécialiste des licences. Nous, effectivement, au travail, c'est la licence qu'on utilise. À lire. Je vous passe le lien. Pareil quoi Ah, comme vous slide cherchez. sur les prix? J'ai pas de slide sous la Non, non, c'est tout online. Donc, vous êtes des grands, vous allez pouvoir vous débrouiller. Donc, ça, c'était l'adding. Ce qui est important de savoir quand on commence, donc, l'idée, c'est de parler de productivité. Donc, de productivité, pour moi, ça passe par je reste focus sur mon code, je cherche pas ma souris, et donc par les shortcuts. Donc, comme dans Visual Studio, Rider a une partie où ils appellent keymap, où on va pouvoir avoir différentes mappings de keys. Alors, si on vient d'IntelliJ, moi enfin, par le passé, je viens de C#, mais j'ai fait du Java, j'ai utilisé IntelliJ, et donc c'était super pratique de pouvoir avoir un keymap ReSharper, parce qu'avant ça, j'étais un super utilisateur de ReSharper. Et donc, je suis arrivé dans l'IDE, et il y a déjà plein de shortcuts que je connaissais parce que j'ai pu utiliser le keymap ReSharper. Donc ça, c'est quelque chose à customiser. Après, si on veut découvrir des choses, le meilleur shortcut dans ma keymap, c'est CTRL-SHIFT-A, c'est Find Action. Donc on voit qu'il y a un super dialogue qui apparaît. Et en fait, donc si on tape rien, ça se retrouve là. Et en fait, on va pouvoir commencer Visual Studio à rajouter ça aussi. Hein. On va pouvoir voir qu'en fait, on se retrouve avec, OK, pull request, create pull request. Ah, OK, c'est sympa. View pull request. Ah, tiens, je vois aussi le shortcut. Donc ça, c'est une façon de pouvoir apprendre les shortcuts en commençant par le CTRL-SHIFT-A. J'ai mon Find Action. Je tape un peu ce que je veux. Je ne sais pas, Next Error, par exemple. Next Error, item 12. Donc, avec ça, je peux apprendre pas mal de choses. L'autre chose que je peux faire, c'est redéfinir des shortcuts. Alors, je peux évidemment le faire depuis ça, ou normalement, on doit pouvoir le faire d'ici.
Là, j'ai fait un Alt-Enter sur l'action et je me retrouve dans le Create Shortcut pour créer pull request. Bon, je vais pas en définir une parce que Ouais, ça risque ça va de casser mon bordel. ça va être un peu bordélique après. Donc ça, c'est un peu, donc c'est la base. Ce Ctrl-Shift-A, ou alors une autre façon d'y accéder, c'est dans mon key mapping, c'est 2 fois sur Shift. Et là, on se retrouve en fait, donc on voit qu'on a beaucoup de tabs. On a donc ça, c'est le Search Everywhere. Donc je vais pouvoir chercher n'importe quoi dans ma solution, dans Rider aussi. Si je veux plus spécifiquement chercher une classe, eh ben, je vais pouvoir lui dire, ben, là, je suis intéressé par la Get Project Query Class. Et là, on va voir que, en fait, je n'ai pas dû taper Get Project Query. On va utiliser une notation qui s'appelle le camel case, où en fait, je spécifie, et je n'ai pas besoin de le taper en uppercase, je spécifie en fait les lettres qui sont en camel hump, donc en hauteur, et il va me retrouver ça. Donc ça, c'est une façon de naviguer, vous imaginez, dans une grande code base, je ne sais pas moi, au boulot par exemple, main, window, view model, si je veux naviguer sur cette classe, si je dois aller dans la solution, étendre tous mes projets et tout ça, ça prend un temps fou, là je fais ça, je tape ça, et boum, j'ai ma classe qui apparaît, j'ai juste à faire Enter et je suis sur ma classe. Donc, ce qui est intéressant, donc ça marche pour les classes, pour les fichiers, mais pour les symboles aussi. Donc, c'est un projet que j'ai fait ce week-end, donc je ne me rappelle plus trop. Mais, on va dire, imaginons que je cherche le symbole handle. Et ben, là, je me retrouve avec les différentes méthodes qui s'appellent handle. Donc, je peux naviguer sur ça. Donc, très, très rapide, quoi. Les actions, on en a parlé. Git, je peux chercher dans l'history aussi. Alors je ne sais plus ce que j'ai mis là-dedans, mais je peux aussi faire apparaître et disparaître les différentes composantes de mon IDE. Là, on voit l'Explorer. Donc là, c'est le Alt 1. Je l'affiche ou je le fais disparaître. Et pour Git, c'est l'intégration Git, c'est 9. Donc c'est le, je ne sais pas comment ils appellent ça, la tab Git. Et donc là, ben, si je me retrouve dans mes actions et que pour Git, je dis initial, normalement. J'en profite pour faire juste une petite remarque là. Il y a Anthony qui a dit sous Visual Studio c'est CTRL-SHIFT-T où il y a CTRL-T. Je ne suis pas sûr que ce soit exactement ça. Je crois que le CTRL-SHIFT-T ou le CTRL-T, c'est limité, ça limite uniquement au nom des classes, je crois. Ou au nom des fichiers. Bon, il y a l'équivalent, quoi. Alors, un autre truc, par exemple. Ça fait les méthodes aussi. Hein. Ouais, ça fait les méthodes depuis quelques temps, c'est vrai. Imaginons maintenant que je veux y aller, je sais pas, je suis dans une review et je veux aller à la ligne 10 de mon get create project command. Ouais, bon, mauvais exemple. C'est ça quand on n'est pas préparé. Ouais, on va prendre celui-là, project service. Celui-là, au moins, il y a quelque chose. Ouais. Donc là, je vais lui dire, bon, là, j'ai copié le truc. Je vais dire ligne 10, et ben, je vais naviguer sur ma ligne 10. Mon curseur est sur la ligne 10. Mais je peux aussi dire, donc là, j'ai une méthode get. Je peux redire ça, mais non, je ne veux pas la ligne 10. Je veux aller sur la méthode get. Boum, je suis sur la méthode get. Et ça, je peux le refaire en disant project service.get. Tac, je suis bon. Je refais là, project service.get. Boum, je suis sur mon project service. Donc ça, c'est la base de tous les shortcuts, ce dialogue qui permet de chercher un peu tout. Alors vous allez me dire, si je compare avec ReSharper, qui a cette fonctionnalité-là, sauf pour Git et les actions, ReSharper a une chose en plus, c'est vous allez avoir la recherche de texte. Ici, la recherche de texte, elle est faite avec un autre shortcut, CTRL-SHIFT-F, Find in Files, aussi quelque chose qui existe dans Visual Studio.
on peut dire la solution, projet, directory, on peut filtrer plein de trucs, utiliser des regex, ce genre de choses. Ouais. Exactement. Et on peut aussi, donc on voit qu'on a une première solution, on peut ouvrir les résultats dans cette preview de ce qu'on a trouvé, le find. Et ce qui est intéressant, c'est aussi la cohérence de l'IDE. C'est-à-dire que quand vous allez découvrir des capacités dans l'IDE, eh ben, ces capacités-là, elles sont souvent reproduites à beaucoup d'endroits. Donc, par exemple, là, j'ai cherché ce handle, mais je veux naviguer sur les différentes. Ben, j'ai un shortcut, Next Occurrence, contrôle là-dedans. Et là, je me rends compte que je peux naviguer facilement dans mon code et chercher, en fait, voir un peu tout ce qui se passe et tout ce que j'ai fait. Donc Oui, ça peut être intéressant, par exemple, quand tu as une variable à l'intérieur d'une classe et que tu as codé une classe où il y avait beaucoup de lignes, de pouvoir... Très bon exemple. Donc là, par exemple, on voit que le logger, il est highlighté, mais imaginons que le fichier il est bien plus grand et que je dois scroller pour voir toutes les utilisations. Donc, je peux marquer. Et ça j'aimerais dire ça, pour ces cas-là, Visual Studio est meilleur. C'est parce que quand j'ai mon curseur sur le truc, je peux naviguer sur toutes les occurrences de mon keyword. Ici, je dois taper un shortcut et après je peux naviguer avec le même shortcut, Next et Previews. Donc là, on voit que je bouge mon curseur et je pourrais scroller. Donc, quelque chose d'assez sympa. Tant qu'on y est, quand je suis dans une classe, qu'est-ce que je peux faire? Je peux naviguer d'une méthode à l'autre avec Next Method ou Previous Method. Ça, c'est sympa. Ctrl F12, c'est quelque chose qui est aussi sympa. Alors, il faudrait une classe peut-être avec un peu plus de choses dedans. C'est peut-être pas le bon projet. Mais en fait, par exemple, quand je suis là-dedans, je vais voir en fait tout ce qu'il y a dans ma classe. Donc, je vais le voir de façon contextuelle. Je peux aussi l'afficher. Bonjour. Bonjour. Je peux l'afficher aussi ici avec la structure. Donc là, on va voir que j'ai cette structure. Et donc, on voit aussi que, pour revenir à l'exemple d'avant, Je vais vous demander si vous imprimez l'information de votre base de données, s'il vous plaît. Adrien, tu n'es pas en mute. Monsieur, madame. Merci. OK. Donc, une autre chose que je veux montrer, c'est dans cette cohérence, imaginons que je cherche quelque chose. En fait, là, j'ai pas de cherche. Enfin, j'ai la search box là, mais je suis dans le focus là-dedans. Alors, imaginons même que je ne suis pas dans ma solution. Je suis dans mon code. Je ne vois même pas la structure. Je crois que c'est... la structure, je ne sais plus combien c'est. Mais... Donc là, je me retrouve avec le focus dans ma solution et je peux commencer à taper handle et ça commence à filtrer. Et donc, cette capacité-là, elle va être disponible dans tous les dialogues quasiment. Donc ça, c'est vraiment important. C'est quand on découvre une feature comme ça, d'essayer dans les autres parties du code. Quelque chose qui est vraiment... qui font de façon conséquente, quoi. Ça, c'est assez sympa. Search action, ouais. OK, Alt Enter. Bon, bah ça, c'est le b.a.-ba du b.a.-ba. C'est le premier shortcut qu'ils avaient dans ReSharper, avant même la version 1. Je suis dans un élément contextuel. Là, je suis dans mon constructeur. Donc là, encore une fois, je peux aller dans mon constructeur. Imaginons que je suis très loin dans ma classe. Je vais naviguer sur mon constructeur. Je peux taper constructor et boum, je navigue sur mon constructeur. Là, avec Alt Enter, j'ai un menu contextuel qui va me permettre de faire des opérations contextuelles. Donc là, je suis sur un constructeur. Eh ben, je peux extraire une factory méthode, donc du refactoring.
Je peux aller voir qui c'est qui m'appelle, où c'est que j'appelle, qu'est-ce que j'appelle. Je peux aller naviguer sur, si j'ai une classe hiérarchie, je peux aller naviguer sur le base symbol, par exemple, qui c'est qui hérite de moi. Alors là, je navigue dans quelque chose qui est en dehors de mon projet, puisque je suis sur l'objet. Et pour revenir, par exemple, CTRL-, je navigate sur le dernier endroit où j'étais. Alors là, je lâche beaucoup de trucs. Encore une fois, c'est peut-être pas très structuré, mais c'est pour montrer en fait toutes les possibilités, la possibilité de naviguer dans le code. Alors, le Alt-Enter, là, il permet de faire énormément de choses, quoi. C'est du refactoring. Ouais. Je pense notamment, par exemple, quand tu écris des links query, il détecte je vais le montrer. que ta link query est mal foutue et il te propose les bonnes solutions, quoi. Ouais, tout à fait. Alors, prenons un exemple. Là, donc, là j'ai un constructeur qui est public. Je vais en faire une factory méthode. Donc, la plupart du temps, ce qu'on fait, c'est qu'on a une méthode qui va nous faire create project render dot create instance. Et donc, cette méthode, elle est publique, elle est statique, et le constructeur devient privé. Donc ça, c'est une chose qui me permet de créer du code ou de refactorer du code de façon très simple. Alors, un peu de pub, on voit que dans la marge, on a ce truc bleu et vert qui arrive. C'est en fait l'idée que j'ai eue dans diffmargin, un des plugins que j'ai développé pour le plugin que j'ai développé pour Visual Studio. L'idée, elle vient de là, de mon utilisation d'IntelliJ et de pouvoir voir ce genre de choses. Donc là, on voit aussi, c'est pareil, j'ai des shortcuts. Eh ben, si je veux faire un undo de ce que j'ai fait, mais juste de ce bloc-là de code qui est en vert, je peux faire CTRL-SHIFT-Z, boum, il me l'a enlevé. Là, je peux naviguer sur mon champ change d'avant ou mon change d'après. Et pareil, j'ai des shortcuts qui sont associés à ça. On pourrait voir aussi copier le texte, l'ancien texte qu'on voit dans le pop-up là. On peut associer ça à des change lists qui vont nous permettre de grouper certains changements qu'on va vouloir committer de façon indépendante dans Git ou dans Mercurial. Mercurial, ouais, je pense que c'est intégré, etc. Et on voit aussi que là, donc si je suis là, eh ben, il me fait le undo de mon change ici, mais pas ce change. Par contre, si, donc je vais refaire le refactoring méthode. Si je fais un CTRL-SHIFT-Z pour faire un rollback de mes changes et je ne suis pas dans une zone marquée, eh ben, il va me dire, ah, attention, tu veux changer plus de choses, mais donc il va me sélectionner mon fichier et là, pareil, je peux faire Alt-R et il va me faire le rollback de tout ce fichier. Encore une fois, pour montrer le chose, si je commence à taper, il va me filtrer mon truc. Donc, c'est cohérent avec ce que je vous ai montré dans la solution. Donc, encore une fois, quand vous apprenez un concept, quand vous découvrez un concept comme ça, essayez l'autre part, ça peut vous simplifier la vie. Et c'est fait vraiment de façon cohérente. Donc là, je vais tourner, enlever ça. Après, après, ce qui serait peut-être intéressant, c'est de montrer, tu fais une classe, par exemple une classe de service, tu génères automatiquement l'interface correspondante, tu peux changer les namespace et tout bazar. Quoi. Ouais, faisons ça. Ok, ça marche. Sélectionne. Ouais, juste avant ça, je veux quand même montrer 2-3 trucs, mais je garde ça en tête et dans 5 minutes, on y va. Donc là, en fait, ce qu'on fait souvent quand on est développeur, c'est je veux sélectionner ça, je prends ma souris, je vais aller. Non. CTRL-W, j'ai une sélection incrémentale. Donc, je vais sélectionner de plus en plus de choses de façon logique. Et avec le CTRL-SHIFT-W, je réduis et je reviens sur mon état initial. Et alors, ce qui est encore plus fort, c'est que maintenant que j'ai ça sélectionné, imaginons que je veux mettre un if autour de mon logger.loginformation. Eh ben, ce que je fais en fait, c'est que je sélectionne ma ligne, commence à taper if, je fais tab, je me retrouve dans mon expression contextuelle, mais magiquement, il m'a rajouté mes parenthèses et mon logger qui est
entre les accolades. Pardon. Et donc là, je suis dans mon truc. Je peux coder mon if. Encore une fois, je peux faire mon revert automatiquement. Donc ça, c'est... Si on prend un autre exemple, alors c'est enumerable, on va dire, je veux un range d'enumerable. Alors ça, c'est ce qui m'a fait réagir quand Mitch codait l'autre jour. C'était là, Mitch, salut. C'est en fait, c'est une autre façon de voir le code. J'écoute. Ça marche. Donc, T'es regarde plus bien malade, ça. toi Donc, je préfère pas en parler. T'es sur les toilettes, là, c'est ça? Donc, en fait, toi, ce que tu faisais, c'est ce var, my var, par exemple, égal. Donc ça, c'est beaucoup de touches à appliquer. Imaginez que je suis là. Effectivement, moi, je pense maintenant plus comme ça, avec la variable. Je tape le code que je veux et j'utilise ce qu'ils appellent le postfix completion. Donc là, je vais dire .var et on voit en fait ce petit icône. Ça va me montrer, il y a plein de postfix comme ça. Je vais vous montrer un autre exemple après. Et bien là, en fait, j'ai plus qu'à faire Enter. Il va utiliser var. Moi, j'aime bien utiliser le var dans ces cas-là. Je vais faire tab. Je vais me retrouver sur ma variable. La plupart du temps, bon là, enumerable, c'est pas terrible, quoi. Mais on va dire integers, par exemple. Je vais pouvoir taper le nom de ma variable. Souvent, le nom de la variable est pertinent en fonction du code. Enter. Et je me retrouve après mon expression. Une autre chose qui est aussi embêtante quand on est développeur, je suis en train de faire quelque chose et je me rends compte, ah merde, il faut rajouter ce point-virgule à la fin de la ligne. Et ben là, je peux le faire automatiquement sans avoir à bouger en faisant CTRL-SHIFT-ENTER. Je vais me retrouver avec le point-virgule, la chose qui est complétée. Encore une fois, imaginons que je veuille faire un for each. Eh ben, je vais utiliser pareil le postfix. Je tape le nom de ma variable, point, for each, tab, et je me retrouve avec mon for each, var, integer. Donc, la même chose, imaginons que, comme je vous ai montré avant, alors c'est un cas qui est débile, mais je vais vouloir sélectionner ça. Donc, je sélectionne ma ligne, je commence à taper ce que je veux comme code, for each, et je me retrouve avec integers, là, tac. Et là, on voit qu'il me propose integer. Donc, je tape beaucoup moins. Et je me retrouve avec du code qui est empaqueté dans mon for each sans avoir à me soucier des parents, enfin des accolades, etc. Alors, il y a une chose qui existe également dans ReSharper, je suppose que ça existe également dans Rider. Il y a un truc qui est qui est monstrueux, qui fait, c'est pas de la correction orthographique, mais il vérifie que, que tu écris du français ou que tu écris de l'anglais, quoi. Alors, ouais, ça c'est intégré dans... Je dis ça pour Anthony. Hein. D'accord. Et en fait, il y a une version là qui s'appelle Gratier, qui est une version qui étend encore ces capacités-là dans Rider sur 15 langues, qui va reconnaître dans plus de langages, etc., etc., etc. C'est pas mal, ça. Moi, c'est un plugin que j'installe. Ça permet d'éviter d'avoir des syntaxes un petit peu, enfin des noms de variables un petit peu à la con avec un mix français-anglais, etc. Quoi. Ouais. Donc, un autre truc qu'on fait, je vous ai montré bouger sur les prochaines les méthodes ou les fields ou la classe. Mais imaginons que je sois là et je veux retourner donc sur la méthode qui est contenue, je suis dans une méthode, j'ai un shortcut, je peux monter sur la méthode et après, dans le contexte, je monte sur le contexte d'après. Donc là, le contexte d'après d'une méthode, c'est sur la classe. Donc ça me permet très vite de naviguer aussi dans mon fichier et de pouvoir dire, ben voilà, je veux aller là ou là ou là. L'autre chose, c'est, on va voir qu'il y a, donc là, Enter, il y a ces trucs d'héritage. Pareil, là, j'ai pris la souris, mais en fait, évidemment, il y a un shortcut.
Je suis sur une méthode, je vais naviguer sur la classe de base. Je suis sur la classe de base, CTRL-SHIFT-B, je vois toutes les classes qui implémentent cette méthode. Et bien sûr, quand je navigue dessus. Imaginons que je veuille naviguer sur un des derniers fichiers que j'ai modifié, mais je ne me rappelle plus trop. CTRL-SHIFT-Backspace, je me retrouve avec ce pop-up, Recent File. Encore une fois, je peux, de façon cohérente, taper le début de mon truc et filtrer. Ou alors, je peux naviguer ici. Cette chose-là, elle est accessible, pas pour les fichiers, mais pour switcher d'un contexte à un autre sur les fichiers ouverts, par exemple, les tabs ouvertes. Donc là, c'est CTRL-Tab, je permets d'aller là, mais je peux aller aussi de l'autre côté. Et je peux aller sur mon commit dialog, qui est aussi disponible avec CTRL-K, normalement. Mais bon, là, des fois, quand on ne sait pas, par exemple, l'event log, je ne connais pas trop le shortcut parce que ce n'est pas un truc que j'utilise souvent. Mais par contre, avec le CTRL-Tab, je peux naviguer dans tous les trucs qui sont autour de mon IDE, comme les trucs de commit, tout ce qu'on voit là. Et on voit aussi le shortcut. C'est-à-dire que là, je fais CTRL-Tab, et si je vais sur le 6, on voit ici, si après j'appuie sur la touche 6, je me retrouve dans mon terminal. Alors ça, l'intégration n'est pas encore géniale. Par rapport à cet état des choses, c'est un peu dégueu, on va dire. Mais ils sont en train de travailler dessus. Donc Richard, toi, tu voulais faire une classe. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire comme classe? Tu veux un repository, par exemple? Non, j'ai un repository. Donc, imaginons je suis là et j'ai envie de créer une nouvelle classe. Donc là, je vois qu'avec CTRL-SHIFT-L, je peux voir et highlighter où je me trouve dans mon truc, dans mon projet. Je peux me retrouver là et dire, OK, je veux créer un nouveau handler. Donc, je vais aller là, je fais CTRL-INSERT. Je peux créer plein de choses. Je sais que c'était une classe que je veux créer. Tac. Je peux créer ma classe. Mais ce que je peux faire aussi, c'est, on voit qu'il y a une espèce de breadcrumb là. Je peux faire Alt Home et naviguer dans mon projet en utilisant les breadcrumbs. Donc, imaginons que je veuille créer une classe, non pas dans le projet, mais sous ce service. Eh ben, je fais le même shortcut, Alt Insert. Là, j'ai les choix de fichiers, tac, et je me retrouve et je pourrais créer ma classe là. Donc là, on va le créer ici. On appelle ça Richard avec un D, hein, handler, par exemple. Là, il me demande si je veux rajouter mon fichier à Git. Donc, on voit que la classe elle est créée. Je peux faire West handler, j'imagine. Je vais juste recopier ça pour le contenu. Tac. Et donc là, on se rend compte, OK, il me propose de nouveau ce light bulb, ce truc contextuel. Donc, je peux faire CTRL-Enter. Et là, je peux faire pas mal de choses. Je peux générer du code, générer les choses que j'ai implémentées du fait de l'interface, ou déléguer l'implémentation. On va faire le premier cas. Tac. Là, j'ai qu'une dans mon interface sur laquelle je peux naviguer, bien sûr. CTRL-B, je vais sur l'interface. Ou alors, je peux regarder le contenu de l'interface en ouvrant une fenêtre, même en étendant le contenu pour que ce soit un peu plus lisible. Donc là, je me rends compte, OK, je dois intégrer ce handle. Donc là, il m'a créé ma méthode que j'ai implémentée. Bien sûr, il ne va pas vous créer votre code. Hein. Ça, quand même le taper encore. Donc, est-ce que ça montre ce que tu voulais montrer, Richard, ou tu voulais montrer plus? Non, j'allais dire, moi je voulais montrer carrément mettre un Richard Toto, là, une classe Richard Toto. Tu lui crées une première, une première méthode. Richard Clark, ça marche aussi. Oui, oui. Ouais. Tu une mets première méthode. Elle ouais. retourne quoi la méthode? Ce que tu veux, on fout. Void. Hein. Ouais. Okay. Un void de test, par exemple. Hello. Hello.
tac, Et- là pareil, j'ai fait CTRL-SHIFT-Enter, il m'a complété mon truc. Voilà. Et Ok. si tu vas sur la classe, maintenant, tu peux extract l'interface. Exactement. Là, donc là, j'ai utilisé un autre shortcut, CTRL-SHIFT-R, qui me ramène le refactoring local, qui va me permettre de faire pas mal de choses. Je vais pouvoir bouger cette classe d'un namespace à un autre, dans le fichier. Il va fixer automatiquement les using partout. Si je lui dis, il peut la rendre publique ou la laisser privée au cas où. Je peux renommer ma classe. On voit, comme d'habitude, on voit tous les shortcuts, donc ce qu'on va pouvoir faire. Save, delete, ça c'est le truc le plus jouissif dans le code, c'est pouvoir deleter du code de façon protégée, c'est-à-dire que si c'est utilisé, ben, il va me bloquer le delete. Et comme Richard le voulait, ben, je vais pouvoir créer mon interface à Richard Toto. Je vais lui dire, ben, je veux l'avoir dans mon, non pas ici, mais dans son propre fichier. Et je vais pouvoir lui dire, ben, je veux ce membre dans cette interface. Tac. J'ai la request de Git. Et donc là, pareil, bah, au lieu d'aller chercher où c'est qu'elle se trouve, etc., je navigue. Et qu'est-ce qu'il m'a fait? Voilà, je navigue et je me retrouve dans mon interface. Ouais, et après, ce que tu peux faire, c'est déplacer ton fichier iRichard Toto au lieu d'être dans Project, tu le mets dans Service, parce que généralement, dans Project, c'est plutôt l'implémentation. Dans Service, c'est là où tu mets les interfaces. Donc, tu peux le déplacer et il va te proposer de changer le namespace pour être en accord avec l'endroit où se trouve la classe, quoi. Ouais, très bien, ouais. Très bon exemple. Donc là elle est encore là, mais on voit que en fait, j'ai changé le namespace. Là, encore une fois, j'ai un quick fix. On voit que la règle, c'est Magic Onion Server, Service, Project. Mon fichier qui est dans cette structure-là, la best practice, c'est que le namespace, ça soit Magic Onion Service Project. Et là, c'est pas le cas. Donc, j'ai un warning. Je vais pouvoir dire, je bouge dans le namespace là. J'ai plus le warning. Si je reviens en arrière, je peux faire d'autres choses. Je peux bouger le fichier dans Service. Donc là, maintenant, on se rend compte qu'effectivement, comme disait Richard, mon interface, elle n'est plus dans Project, mais elle est dans Service. Et mon namespace était déjà seté comme ça, donc il est fixé. Mais je peux aussi dire, je veux bouger ça dans un autre namespace. Donc là, c'est .project. Et normalement, non, je ne sais pas pourquoi je ne le fais pas. Move to folder, pardon. Donc là, je peux lui dire, je vais aller dans Project, je peux utiliser le bon refactoring. Et on voit qu'il y a pas mal d'options. Si jamais il était dans un fichier où il y a d'autres classes, je peux le changer et je peux lui dire de fixer le namespace. Donc cette fois-ci, l'interface, elle est bien bougée ici. Et mon namespace a été fixé. Et l'utilisation de cette interface, normalement, doit être fixée partout. Ouais. Et puis, moi, ce que je fais souvent, c'est que je crée ma classe avec, par exemple, la classe repository où je fais tous mes appels à la base de données. Donc, je fais toutes mes méthodes. Là, et puis là, par exemple, si tu lui rajoutes une nouvelle méthode, le gros avantage, c'est que tu crées ta nouvelle méthode. Par exemple, je veux interroger la base de données avec d'autres paramètres. Et ben, je veux que ça arrive à l'intérieur de l'interface. Donc là, moi, c'est CTRL-SHIFT-R dans pull member up. Dans pull member up. Et à ce moment-là, la méthode, tu peux dire, je veux qu'elle soit dans l'interface qui est implémentée par ma classe. Boom, DevOps, elle est dans l'interface. Exact. Donc ça permet de se concentrer, j'allais dire, de se concentrer sur le code, sur l'implémentation du code, et ensuite de pouvoir générer les interfaces qui sont derrière, et puis après de refactorer, etc. Refactorer, ouais. Et puis après, il y a une autre chose, juste un truc, c'est un truc qui est hyper puissant, c'est que l'ensemble des classes que vous utilisez à l'intérieur de vos projets, si vous avez un projet WPF,
et que à l'intérieur de ce projet WPF, vous avez forcément des fichiers XAML et des fichiers XAML dans lesquels vous allez déclarer les namespaces pour les différentes classes que vous allez utiliser, par exemple les converteurs, les data view models, etc. Et même si vous faites un refactoring au niveau des namespaces de vos classes ou ce genre de choses, il va ajuster votre XAML pour que ce soit cohérent, quoi. Et ça, c'est hyper puissant, quoi. Ouais, tout reste cohérent. Donc là, en fait, je montrerai 2-3 autres possibilités avec c'est des templates, inline templates. Il y a la même chose pour les fichiers. Il y a une troisième façon, je ne me rappelle plus maintenant de tête. Et ça, c'est aussi des choses que vous pouvez étendre. Nous, on l'étend beaucoup dans nos boîtes. On s'en est beaucoup servi. Et là, on va voir, en fait, avec ça, en fait, je ne suis pas obligé de taper tous les caractères. On voit que ça vient Au fur et à mesure. Donc là, pareil, je tab et je me retrouve avec int, je sais pas, number. Alors, c'est l'équivalent des snippets sous Visual Studio, sauf qu'ils sont beaucoup plus puissants, parce qu'il y a un template editor avec des macros à l'intérieur et qui permet de faire des choses qui sont hyper sophistiquées, quoi. Donc là, on voit que j'ai créé en fait ces différentes propriétés. Et maintenant, imaginons que je veuille faire un constructeur avec les propriétés que... Non. RP. Tac. Vous imaginez un peu le code que j'ai, enfin le nombre de caractères que j'ai sauvé juste en tapant city et tab. Il m'a généré en fait mon constructeur qui prend tous les paramètres en paramètre toutes les propriétés que j'ai créées dans ma classe, qui ont un public setter, et il les assigne dans le constructeur. Et ça, pareil, on voit en fait que ça, c'est encore une autre possibilité. On voit que le truc est grisé. Imaginons que je veuille faire l'autopropriété, je vais virer le getOnly parce qu'il n'est pas utilisé. Je peux dire, je vais pouvoir le virer là, je vais pouvoir naviguer sur le prochain truc. Mais je vais pouvoir aussi dire, je veux faire ça sur tout mon fichier, mon folder, mon projet, ma solution. Là, juste le faire dans ce fichier, donc on voit bien que là, il y en a 3. Là, quand j'aurais fait ça, si je sais appuyer sur Enter, il y a ton point-virgule qui faut. Ouais, c'est peut-être le point-virgule ou l'erreur de compilation. Des fois, ça ne marche pas quand on a trop de trucs qui ne sont pas compilés. Enfin, qui ne sont pas détectés. Donc, après, bon, ils ne sont pas exempts de bugs. Donc, ouais, évidemment, ça ne marche pas. L'autre truc, le cleanup des using, pareil, avec Enter. C'est un truc que je peux lancer normalement sur le fichier, mais je peux le dire sur mon projet, je vais aller cleaner tous mes fichiers. Je peux aussi faire un reformatage. Ça, nous, on a standardisé tous les coding guidelines qu'on a dans l'entreprise. On peut sauver ça et versionner cette configuration dans un layer des settings de Rider et de ReSharper qui est interopérable. Et chez nous, en fait, certaines personnes utilisent encore Visual Studio, d'autres utilisent Rider. Et on peut partager quand même ces settings. Et donc là, en fait, on voit qu'il y a les settings qui arrivent avec l'IDE, mais on peut aussi définir nos propres settings en copiant ça et en l'adaptant. Et donc, on peut reformater le fichier de cette façon et l'avoir comme on veut. Ok. Tu m'arrêtes, Richard, parce que je peux parler. Oui, je t'arrête. Okay. Non, mais donc là, on a vu dans Rider, mais c'est vrai que dans ReSharper, à l'intérieur de Visual Studio, on a à peu près les mêmes fonctionnalités. Et c'est vrai que c'est une fois qu'on l'a utilisé, on a du mal à les retirer. Je sais que Microsoft implémente pas mal de choses au fur et à mesure des versions de Visual Studio, des fonctionnalités qui existent déjà dans ReSharper, mais avec des légères modifications. Donc, du coup, on ne sait plus du tout. Enfin, personnellement, je ne sais pas. Moi, quand je dis, tiens, je fais ça facilement avec ReSharper, les gens me disent, ben non, ça existe
existent sous Visual Studio. Mais globalement, il y a énormément de choses. Je pense tout ce qui est refactoring, génération automatique de fichiers, etc., qui sont hyper puissants avec ReSharper et avec Rider. Et c'est vrai que c'est un outil à tester. Et moi, j'ai mes touches Alt-Enter là, qui sont un petit peu fatiguées parce que je tape dessus en permanence, quoi. Une Alors, question juste- par rapport. Ouais. Oui. Non, vas-y Je- avec les excuse-moi. questions. Juste une question, mais plus par rapport à ReSharper, puisque si je comprends, c'est quand même un peu l'équivalent si on veut l'intégrer dans Visual Studio. Un des gros points, je ne l'ai jamais utilisé, mais dont on cite souvent, c'est qu'il est lourd. Ce qui n'est pas le cas, évidemment, je suppose, de cet outil pour le moment, mais avec ReSharper, est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que c'est toujours lourd Alors, dans Visual Studio? ReSharper, en fait, ils ont la même. Oui, c'est plus lourd, ça tourne de façon plus lente, mais pourquoi? Parce que, en fait, ReSharper, le problème, c'est déjà Visual Studio. Visual Studio, c'est un process, 32 bits jusqu'à 2019, qui est 64 bits en 2022. Et en fait, tous les plugins sont chargés dans le memory space de Visual Studio, dont Rider. Et il y a beaucoup de choses qui tournent en parallèle, par exemple Roslyn et les mêmes capacités de ReSharper. Alors, ils essayent de pouvoir te laisser désactiver des choses depuis truc. C'est quelque chose qui va être forcément amélioré avec Visual Studio 2022, puisqu'on passe à du 64 bits. Donc, il n'y aura plus trop ce problème-là. Mais par une autre chose, c'est que le plugin ReSharper, en fait, ce qu'ils font aussi, c'est qu'ils vont le passer en front-end et back-end, comme ils le font avec Rider. Et donc, dans le process Visual Studio, il n'y aura plus que la partie UI qui tournera, qui appellera un process qui tourne en fond, et lui aussi 64 bits, et qui va accélérer les choses. Et donc, on devrait se retrouver avec plus ou moins les mêmes performances, on va dire. Ouais, ok. Personnellement, pour un qui me concerne, effectivement, c'est un petit peu plus lourd. Par contre, le gain de temps que tu as derrière, ça n'a rien à voir, quoi. Donc, ne serait-ce que, par exemple, quand tu veux déplacer un fichier, quand tu travailles avec du WF et que tu changes les namespaces, ce genre de choses, il fait tout ça pour toi. Tu gagnes 250 000 heures par rapport à, effectivement, tu as perdu 20 millisecondes sur le temps d'activation de ta fenêtre, quoi. Ouais, là, par exemple, C'est tu quand vois, même là, pas j'ai une erreur de compilation. Eh ben, je devrais compiler parce que je suis dans un autre fichier. J'ai un truc Alt F12 pour naviguer. Ou alors Alt I. Là, je vois toutes les erreurs dans ma solution. Alors ça consomme un peu au niveau ressources parce à un moment, il va parser tout ton projet, il va construire tout ce qui est syntaxe tree et d'analyse, etc. Mais une fois que tu as ça, et qu'ils utilisent un cache, même quand tu passes d'une branche à l'autre Git, c'est relativement performant sur Rider, un peu moins sur ReSharper. Et ce que je voulais montrer, mais j'ai pas eu le temps, mais l'intégration GitHub, c'est à des années-lumière. Oui, par contre, ça, on l'a une pas autre dans chose, ReSharper, ça. Une autre chose qui est super, c'est ce qu'ils appellent le local history. C'est à aucun moment je sauve. Les trucs, mes changements, ils se sauvent sur mon file system. Et même si j'ai pas de Git ou de GitHub, ou même imagine que j'ai fait un undo sur quelque chose que j'avais pas sauvé, ou un reverse dans Git, et ben avec le local history, je peux récupérer le change que j'ai détruit, que j'ai perdu. Donc franchement, moi, c'est un outil. Alors, il y a pour certaines choses, je retourne sur Visual Studio pour tout ce qui est quand je dois faire du XAML et la partie debugger et live preview du tree au runtime. Ça, c'est un truc qu'il n'y a pas. Il y a des fonctionnalités qui n'ont pas été portées. Un outil qui est surpuissant s'appelle Structural Search and Replace, où en fait, par exemple, j'ai utilisé ça quand on a migré plus de 30 000 tests d'un framework de test à un autre. Et en fait, on peut lui dire de chercher du code, mais de façon sémantique et de remplacer de façon sémantique. Donc, c'est pas juste du texte, quoi. C'est vraiment de la sémantique et il va trouver beaucoup de cas qui sont un peu variants, etc. etc. J'arrête. Bon, il y a Michel là, qui est en train de se patienter parce qu'il faut qu'il aille prendre ses cachets.
Il y a Antoine qui est parti sur, je ne sais pas si vous avez vu sur le chat, qui est parti sur la présentation de GitHub Universe Keynote. Donc si vous allez sur githubuniverse.com, qui vient juste de commencer là. Écoutez, merci. Dernière question, Richard. Désolé, une dernière question. En fait, j'aimerais juste savoir, moi, depuis longtemps, je pense à faire des petites vidéos, 5 minutes au maximum, justement montrant certaines de ces fonctionnalités. Si les gens sont intéressés, ça serait assez sympa de me donner un feedback si vous êtes intéressé pour me motiver à le faire. Voilà. Merci. Ok. Pour un TikTok? Un TikTok, oui. Non, pas de TikTok. Bon, 5 minutes, c'est un peu long. Hein. En général, tu as des GIFs, c'est du 10-20 secondes en fait, pour une fonctionnalité. Peut-être des trucs. On peut parler en off-site. On peut parler après, ouais. Bien. Écoute, Laurent, la tribu t'a éliminé, donc ton flambeau est éteint. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Merci. Bonsoir à tout le monde. Ciao. Merci à tous. Salut. D'être venus. Salut, merci.